Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce deuxième épisode du Point Littérature. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez aimé le premier épisode qui traitait du coup de Jane Austen. Faut vraiment que j'arrête de dire du coup. J'avais beaucoup aimé le tourner, mais je trouvais que j'étais pas rentrée assez dans les détails et je voulais voir aussi si ce type de format plaisait. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que ça plaît, donc on va continuer comme ça, mais aujourd'hui on va faire un épisode qui sera quand même beaucoup plus long. Beaucoup plus long parce que je vais beaucoup m'attarder sur certains points et aussi parce que j'ai envie d'approfondir un peu plus les informations que je donne. Aujourd'hui, on va pas parler d'une œuvre en particulier ou d'un auteur en particulier, on va surtout essayer de démêler le grand bazar qu'est la littérature et notamment essayer de... Pardon, excusez-moi, je meurs. Et notamment, oh là là, essayer de comprendre ce que vous lisez. Donc, on va essayer de différencier deux genres qui sont souvent mêlés, voire même confondus. C'est le policier et le thriller. Pourquoi j'ai voulu m'arrêter sur la distinction entre le policier et le thriller? Déjà parce que ce sont deux genres que je lis beaucoup. Mais c'est aussi des genres qui sont beaucoup achetés, qui fonctionnent pas mal en fait. Il faut savoir que un livre sur 4 en France vendu est un genre est issu en fait du genre policier. Mais déjà, on va essayer de définir ce qu'est le genre policier. C'est un genre qui est né au cours du 19e siècle et surtout à la période de l'industrialisation. Donc pour rappel, l'industrialisation, c'est une époque où l'industrie a vu le jour, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a commencé à produire en masse. Et les gens en fait, la masse de gens qui habitaient dans les campagnes est arrivée de plus en plus en ville. Donc en fait, on s'est un peu tous retrouvés confinés en ville. Mais le souci que ça a apporté, c'est ce grand sentiment d'insécurité. Et notamment le fait de véhiculer ces images un petit peu flippantes, d'insécurité évidemment, parce que tout ça a été aussi accéléré par beaucoup de réformes sociales et scolaires. Donc la plupart des gens qui ne savaient pas lire ont commencé à apprendre à lire, et beaucoup d'enfants également, puisqu'ils étaient obligés désormais d'aller à l'école, ou du moins un minima pour apprendre à lire et à écrire. Et c'est aussi le moment où la presse va énormément se développer. Et vu que la presse se développe beaucoup, mais l'industrie également, on peut produire en masse beaucoup de journaux. Et donc faire véhiculer l'information plus rapidement. Et c'est à ce moment-là que les faits divers vont commencer à se développer et également la fascination pour ces faits divers. Alors, je vais pas forcément m'attarder sur tous les auteurs du genre policier depuis sa création parce qu'il y en aurait énormément. Sachez juste que c'est un genre qui est plutôt anglo-saxon, même si aujourd'hui beaucoup d'écrivains français sont spécialisés dans le policier. Il y a 3 grands noms qui ressortent d'auteurs et qui ont su instaurer par la suite les codes et qui ont inspiré les auteurs contemporains. Mais c'est pareil, j'aurais pas forcément le temps de m'attarder sur eux, donc je pense que chacun d'eux devrait avoir un épisode en particulier. Et pour commencer, on va parler d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, qui est né en 1809 et décédé en 1849. C'est un novelliste américain. Donc il n'a pas écrit de romans, lui il écrivait des trucs beaucoup plus courts, il écrivait des nouvelles qui pour moi s'apparentent à ce qu'est le thriller aujourd'hui. Après ce n'est qu'un avis personnel, mais pour vous donner une idée, c'est l'auteur de La chute de la maison Usher. C'est également une série qui a été produite par Netflix, il me semble l'année dernière. Je trouve que cette série a été une réussite totale. Parce qu'elle a su prendre du coup une nouvelle qui datait pas mal quand même, je veux dire on a vu les dates, et qui a su transposer cette nouvelle à une période beaucoup plus moderne finalement. En tout cas, elle donne pas mal de frissons, donc je vous invite à aller la regarder. L'autre écrivain qui mériterait également un épisode entier, c'est Arthur Conan Doyle, qui est en fait le créateur du personnage fictif de Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes, avec ce que je vous ai expliqué juste avant, donc la naissance du genre policier durant le 19e siècle, à la période de l'industrialisation, etc. En fait, on est pile dedans. On est pile dedans. Le personnage de Sherlock Holmes est pile dedans. Et en fait, il s'inscrit dans une période de Londres un peu sombre, dans des quartiers un peu malfamés, un sentiment d'insécurité constant. Et en fait, il mériterait tout simplement son épisode à lui, mais je vous invite quand même à aller lire Arthur Conan Doyle.
C'est assez sympathique, vous trouverez énormément d'éditions, tout comme Edgar Allan Poe. Il y a des éditions de poche, des éditions collector, des grands formats, des petits formats, des brochets, des reliés. Et enfin voilà, il y en a tellement que je pourrais pas vous indiquer une édition particulière, mais je vous invite quand même, si le genre policier vous intéresse et que si vous êtes curieux de savoir comment est né le genre policier et qu'est-ce qui a inspiré les codes du genre policier actuel, je vous invite à aller voir ça. L'auteur sur lequel j'aimerais un peu plus m'attarder, et je dirais même l'autrice, qui a été, à mon avis, l'une des plus importantes, avec évidemment les deux auteurs que je viens de vous citer, mais qui se distingue de 1 par son genre et de 2 par sa personnalité, c'est Agatha Christie. Agatha Christie qui est née en 1890 et qui est décédée en 1976. Cette femme a vécu énormément de temps. Elle est d'origine britannique. Et il faut savoir que cette femme, c'est la romancière la plus vendue de tous les temps. Et c'est également la plus lue après Shakespeare. Toujours ce fameux Shakespeare, hein. Et j'arrive pas vraiment à savoir si c'est une queen ou une immense psychopathe, en fait. Elle est la créatrice du personnage fictif d'Hercule Poirot. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce monsieur avec une petite moustache retroussée, un grain de beauté à côté du nez, à moitié chauve et tout le temps en costard-cravate. Agatha Christie, elle a une manière d'écrire qui est bien particulière, puisque la plupart de ses romans se déroulent à huis clos. Elle est du genre à laisser des indices pour faire en sorte que le lecteur puisse avoir quelques idées de qui pourrait éventuellement être le coupable. Mais il faut également savoir que cette femme, non seulement elle est douée en écriture, mais en plus de ça, elle est douée en physique. Puisqu'en fait, elle a été préparatrice en pharmacie durant la Seconde Guerre mondiale et elle avait une connaissance extrêmement accrue de tous les poisons. C'est-à-dire qu'elle savait exactement quel poison produisait tel ou tel effet et donnait telle ou telle sensation. Et c'est à ce moment-là que mon admiration, elle se transforme un petit peu en peur. Parce qu'en fait, c'est ce qui a permis de donner plein de scènes détaillées dans tous ses livres. Et il faut savoir que c'est pas le seul fait intéressant sur Agatha Christie. Donc je pense qu'elle mérite aussi son petit épisode à elle toute seule. Ou un gros, je ne sais pas. Cependant, il est quand même important de rappeler que les œuvres d'Agatha Christie s'inscrivent dans une période où l'éthique et la morale étaient complètement différentes de la nôtre. Et donc, si vous tombez sur des éditions d'Agatha Christie qui datent un petit peu, vous trouverez parfois des titres qui sont un peu choquants, donc des titres de livres, ou alors dans ses écrits, des tournures de phrases, des paroles qui peuvent parfois choquer. Mais je tiens quand même à rappeler que du coup, la morale et l'éthique de cette période-là étaient très lointaines de la nôtre. Et bien évidemment, avec tout le scandale qu'il y a eu autour de tout ça, donc Agatha Christie n'a pas été la seule, hein, évidemment, Roald Dahl a aussi subi un peu le même traitement. Donc c'est toujours important de le rappeler. De la littérature du genre policier va découler de nombreuses séries et de films que vous connaissez tous aujourd'hui, qui ont bercé nos grands-parents, nos parents et encore nous à l'heure actuelle. Pour nos grands-parents, on parlera plus de Derrick ou d'Hercule Poirot. Un petit peu moins vieux, on a Monk. Et dans les séries relativement récentes, on a Sherlock Holmes, on a NCIS, et dans le cinéma français, on a plusieurs séries, j'en citerai qu'une seule, puisque voilà, on a par exemple Meurtre au paradis. Peu importe ce que vous me dites, Meurtre au paradis, c'est trop bien, d'accord? Allez regarder. Vous remarquerez que toutes ces séries parlent d'une époque plus ou moins lointaine. En tout cas, elles ne remontent pas avant la période de l'industrialisation. Pourtant, le genre reste le même, le code reste le même. Il faut bien comprendre que c'est un genre qui a su traverser le temps et s'adapter à toutes les formes d'évolution. C'est-à-dire que les pratiques culturelles et de divertissement ont évolué avec le temps, ce qui est normal parce qu'on a connu une grande évolution en termes de technologie. Il faut savoir que vraiment le genre policier a su s'inscrire dans toutes les nouveautés qui sont apparues finalement. Ça a été le cas dans les jeux vidéo avec L.A. Noire ou Professeur Layton, et j'en citerai pas plus parce qu'il y en a beaucoup trop, mais si vous voulez qu'on fasse un top des jeux vidéo dans le genre policier, il n'y a pas de souci, je m'attellerai à ça si ça vous plaît. Et également dans des littératures considérées comme étant plus lointaines à une certaine époque, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, donc dans le manga avec Détective Conan. Et pareil, si vous voulez que je fasse un petit top des mangas dans le genre policier, il n'y a pas de souci, je m'attellerai à ça, j'aime beaucoup. Mais au final, quelles sont les caractéristiques du genre policier ?
On a une intrigue qui mène donc à une enquête. L'intrigue, c'est soit un meurtre, soit une tentative de meurtre. Bon, généralement, c'est un meurtre, parce que sinon, il n'y a pas spécialement d'intérêt non plus. On a également un schéma narratif simple, c'est-à-dire une situation initiale, un problème, des péripéties, une résolution et une situation finale. On a un personnage dans la peau d'un enquêteur ou un enquêteur, parce que parfois, le personnage peut ne pas être commissaire ou faire partie de la police, pourtant, il se met dans la peau de quelqu'un qui va enquêter et chercher à résoudre le problème. Il peut être accompagné d'une équipe ou non. Qui dit meurtre ou qui dit crime de manière générale dit coupable et dit également un ou plusieurs suspects. Ceux où ces plusieurs suspects ont un ou plusieurs alibis. Les alibis qui du coup vont être l'élément qui font que ça ne peut pas être. Ils ont une excuse en gros. Et on a généralement un ou plusieurs retournements de situation. Et ça c'est propre à chaque livre. Si on devait parler du roman policier contemporain, il y en a un paquet. Vous pouvez me croire. Comme je vous l'ai dit, c'est 1 livre sur 4 en France vendu est un livre du genre policier. Donc si un amoureux de la littérature policière me dit qu'il ne trouve pas son compte, je le crois pas. En revanche, s'il me dit qu'il trouve pas un bon roman policier, bon, c'est vrai que là, je peux comprendre. Dans les auteurs qui marchent le mieux aujourd'hui en France, on a Guillaume Musso et on a un auteur américain, Harlan Coben, qui lui aussi marche très bien. Donc ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas ce sont les plus vendus dans le genre policier. On a également Michel Bussy. Donc voilà, mais ça ce sont les gros vendeurs. Aujourd'hui, je considère, et ce n'est que mon avis, que c'est difficile de trouver un bon roman policier dans le sens où les stéréotypes prennent le pas sur le reste, très souvent. Donc, c'est-à-dire que c'est très simple de trouver un roman policier dont le personnage, donc qui est enquêteur ou qui se met dans la peau d'un enquêteur, est déprimé, sous anxiolytique, divorcé avec un ou une enfant. Il est assez aigri, quoi. Et un peu par bonté d'âme, il va se mettre dans la peau d'un enquêteur ou alors il va reprendre du service parce que très souvent aussi c'est un ancien flic qui va du coup reprendre du service et chercher à résoudre l'enquête parce qu'il a eu pitié ou blablabli ou blablabla. C'est un schéma très répétitif avec également un schéma narratif simple, donc quasiment le même. Donc la plupart des romans policiers, on peut les deviner. Enfin, on peut deviner la fin, quoi, c'est ça que je veux dire. Et c'est ce qui a fait que plein de sous-genres du roman policier sont apparus. Pas forcément ultra récemment, mais en tout cas, c'est de plus en plus lu. Il y a des effets de mode autour de ces sous-genres, comme par exemple le cozy crime, qui est apparu avec la collection Agatha Raisin, écrite par MC Beaton, l'autrice de La Quiche Fatale, qui s'est vendue en millions d'exemplaires et qui a été traduit dans je sais plus combien de langues. Le cozy crime est un sous-genre qui est plutôt récent et qui a permis du coup de faire disparaître ce ton assez lourd et d'introduire une dimension comique dans le genre policier. Agatha Raisin, c'est purement et simplement une parodie de Agatha Christie, dans le sens où c'est une femme très moderne, très curieuse, bon, Agatha Christie aussi évidemment, avec une dimension comique, elle est maladroite, elle peut être ronchon, elle a beaucoup de défauts, donc on a vraiment cette parodie d'Agatha Christie, quoi. Et ça fait beaucoup rire et ça plaît beaucoup. Et en fait, même dans l'histoire, même dans le déroulé de l'histoire, on a toujours le même code du genre policier, c'est-à-dire qu'on a toujours un meurtre, on a toujours un schéma narratif simple, un personnage qui se met dans la peau d'un enquêteur, etc., des suspects, on a exactement la même recette. Mais finalement, qu'est-ce qui différencie? C'est cette dimension comique. Et ça a donné lieu à plein d'autres livres axés cozy crime finalement. Aujourd'hui, on compte même plus le nombre de séries qu'il existe dans ce genre-là, quoi. C'est un peu le petit roman anglais que vous lisez au coin du feu un samedi soir ou un dimanche soir. C'est simple, c'est efficace, c'est sympa. Et ça a donné aussi d'autres genres qui n'ont pas forcément été définis par la suite, mais qui ont permis d'introduire une dimension comique, mais aussi de remanier un petit peu le schéma classique du genre policier. C'est-à-dire qu'on va partir d'un meurtre, mais on va pas aborder le livre sous le même angle. Par exemple, ça a été le cas dans Mamie Leger de Benoît Philippon. Ça a été un vrai succès, ce livre, et franchement, je l'ai lu, il est absolument génial. Il a été publié en 2021 aux éditions des Arènes. Et lui, par exemple, ce livre ne va pas suivre le schéma dit classique du genre policier. C'est-à-dire qu'on sait dès le départ qui est le tueur, on sait où sont les corps, on sait qui sont les personnes qui ont été tuées, mais on ne sait juste pas pourquoi.
Et en fait, donc pour vous raconter un petit peu, c'est l'histoire d'une petite mamie qu'on surnomme Mamie Lugger qui un jour va prendre son fusil et tirer sur son voisin. Elle va être arrêtée et sa maison va être fouillée. À partir de là, on va retrouver 7 cadavres dans son sous-sol et en fait, ce sont les 7 cadavres de ses 7 ex-maris. Et en fait, le livre va surtout tourner autour de son interrogatoire. On va l'interroger, le commandant va l'interroger et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a flingué ses 7 maris quand même. Je veux dire, elle a jamais été arrêtée. Comment c'est possible ? Et en fait, on va bien comprendre que c'est bien plus qu'un roman policier, c'est aussi un témoignage historique puisque beaucoup de flashbacks se déroulent durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un témoignage féministe et également d'épouses durant cette période-là. C'est un témoignage social aussi. C'est vraiment ultra intéressant et je suis passée par des fous rires, des larmes, de la surprise. Je pense que c'est super intéressant à lire, ça se lit bien et honnêtement, je vous le conseille. Pourtant, il reste vraiment dans le genre policier. On a aussi la question du retournement de situation dès le départ, si tu veux, pour un peu déstabiliser le lecteur. Et déstabiliser le lecteur au départ de sa lecture, c'est ce qui fait que parfois, même souvent, ça va attiser sa curiosité et on va se demander mais où ça nous mène tout ça. Et ça, c'est le cas de Prenez-moi pour une conne de Guillaume Clicquot. C'est l'histoire d'une femme qui va se faire quitter par son mari le jour du mariage de sa fille. C'est super, c'est génial. On pourrait se dire écoute, tant pis, voilà. En fait, on comprend dès le départ qu'elle va tuer son mari pour se venger, puisque elle va se rendre compte qu'elle a été, finalement, pendant des années, le cliché de la femme parfaite qui obéit à son mari, femme au foyer, et qui prenait tout sur elle. Et en fait, la plupart de son entourage ne peuvent pas se dire que c'est elle, puisqu'elle est trop gentille. Et en fait, elle va user de cette gentillesse pour tenter de s'en sortir. Je ne vais pas vous raconter la fin, je ne vais pas dire si elle a réussi, si elle n'a pas réussi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a réussi à le tuer. Est-ce qu'elle s'est fait prendre ? Ça, c'est autre chose. Mais le ton très décalé est super intéressant et encore une fois, je vous conseille d'aller le voir. D'aller le lire, parce que c'est pas un film. Mais bon, des fois, on est tellement pris par la chose qu'on se dit que c'est presque un film. Enfin bref, dans tout ça, on reste quand même dans le genre policier. Et je sais pas vous, et je vous invite à partager votre avis en commentaire, mais personnellement, je vois beaucoup de genres policiers au petit écran. Donc quand je dis petit écran, c'est beaucoup sur YouTube, mais également des séries sur Netflix ou sur d'autres plateformes de séries. Mais j'en vois très peu en long métrage au cinéma. Alors en long métrage dans le cinéma français, je dis pas parce que il y en a beaucoup qui passent sur beaucoup de chaînes. En revanche, au cinéma, il y en a de moins en moins, voire quasi pas du tout. Parce que sinon, je serais la première à aller les voir. Donc je sais pas si vous avez un peu remarqué la même chose ou si au contraire vous pensez totalement différemment. Et la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que le genre policier se mélange parfaitement avec d'autres genres, et en particulier le fantastique, parce que ça a donné pas mal de séries comme Ghost Whisperer, Lucifer, plus récemment, ou iZombie aussi, où en fait la dimension policière prend énormément de place, puisque c'est presque la double intrigue en fait de la série, quoi, puisque un épisode égale une enquête, quoi. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, si on parlait un petit peu du genre thriller. Le thriller, bien qu'il soit assez proche du policier, il est complètement différent, il a ses caractéristiques propres. Et en fait, on arrive parfois à le confondre avec le policier, et moi la première. Il n'y a pas forcément de date précise sur l'apparition du thriller. Je pense plutôt que c'est une accumulation de plein d'expériences dans le policier et dans d'autres genres qui ont permis de créer ce qu'est le thriller aujourd'hui. Par contre, c'est un terme assez récent quand même. Puisque comme je vous l'ai dit, pour moi, Edgar Allan Poe, par exemple, La chute de la maison Usher, ça fait quand même partie, un petit peu, même s'il y a des questions de paranormal dedans et un peu d'horreur, il y a quand même pas mal de thrillers. Le meilleur exemple que je puisse vous donner en termes de référence cinématographique, ce serait Psychose de Alfred Hitchcock. Donc je sais pas si vous avez cette image de femme sous la douche, cette femme blonde qui se fait attaquer au couteau. Mais par exemple, ça c'est du thriller parce qu'il y a une tension quasi tout le long du film, même sur des scènes qui sont censées être beaucoup plus chill, on ressent une certaine tension et un certain malaise. Dans le cinéma beaucoup plus récent, et là je vais vraiment essayer d'être très 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 récente, on a la série Anthracite de Fanny Robert et Maxime Berthemi, dont le personnage principal est joué par Attic, le rappeur. Et pareil, quoi que vous en disiez, moi j'ai passé un très bon moment, j'ai vu une autre image de Cadmerade et maintenant il me fait très peur, cet homme me fait peur. Et très honnêtement, je pense que c'est un thriller qui fait pas de mal au cinéma français. Dans le genre thriller, on a pas mal de caractéristiques qui sont bien propres au thriller.
On a une personne, une ou plusieurs personnes qui sont dérangées, donc considérées comme ayant une pathologie comme la sociopathie, la psychopathie, etc., etc. Et on n'a pas forcément d'enquête. Et c'est ça qui différencie bien le thriller du roman policier. On a également une victime, donc qui va se sentir oppressée, qui va se sentir dérangée, qui va avoir peur, qui va se sentir complètement dépassé par les événements et dont l'instinct de survie va à un moment ou un autre ressortir. On a une ambiance presque paranoïaque dans le livre, ça va mettre très très mal à l'aise le lecteur, puisqu'on va se sentir complètement bousculé et on va presque même remettre en question notre éthique ou notre morale. Et pour finir, on a un problème, une solution, effectivement, mais on a un schéma narratif qui n'est pas du tout simple. Il est beaucoup plus complexe. On peut avoir je sais pas combien de retournements de situation. On peut parfois un peu bouger le schéma narratif dans son ordre. Et il faut bien comprendre que parfois la solution, c'est la mort. Soit de la victime, soit du coupable. Enfin, de la personne dérangée, quoi. Tout ça dans le but de sauver sa peau. Donc on a vraiment la dimension instinct animal qui va ressortir pour pouvoir essayer de se sortir des griffes du psychopathe ou du sociopathe. Et on va vraiment s'intéresser à la dimension psychologique de la personne qui est complètement tarée. Mais qu'est-ce qui fait qu'on confond du coup le thriller et le policier? En fait, c'est que souvent on a ce qu'on appelle un thriller policier, donc c'est-à-dire exactement un thriller avec un fond d'enquête. Parfois, le fond d'enquête, il peut prendre le pas sur le reste en fait. Et c'est ça qui peut perturber les lecteurs. Donc, si vous aimez les enquêtes pures, simples, schéma simple, un petit peu sympathique, une petite dimension comique ou pas, dans ces cas-là, vous préférez le genre policier. Et si vous aimez juste avoir des frissons, en ne tombant pas, attention, dans le roman horrifique ou dans le thriller horrifique qui là encore sont des genres bien à part entière, bah dans ces cas-là, vous aimez le thriller. En fait, c'est quand vous vous intéressez vraiment à la psychologie de la personne qui attaque la victime. J'en vois beaucoup qui parlent de thriller psychologique, mais il faut vraiment bien se mettre en tête qu'un thriller est quasi systématiquement psychologique. Cette distinction, elle est faite pour ne pas confondre avec le thriller policier, thriller horrifique, le thriller politique, etc., etc. Si vous avez envie que je vous trouve un thriller par sous-catégorie, j'essaierai, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, je n'aime quasi que le thriller ou le thriller policier. Ça ne peut pas me faire de mal d'aller découvrir d'autres horizons. Et pour moi, c'est impossible de parler de thriller sans parler du roi de l'horreur, roi du frisson, le fameux Stephen King, qui du coup commence aujourd'hui à dater, parce qu'il a une bibliographie très très longue, il est quand même né en 1947. Quasi tous ses livres ont été adaptés au cinéma, avec plus ou moins de succès. Il y en a qui ont bien vieilli, et il y en a qui ont un peu moins bien vieilli. Récemment, j'ai regardé Christine, et il y a fort longtemps Shining. Et c'est sur cette œuvre-là que j'aimerais m'attarder. Shining, qui a été publié en 1977, qui raconte l'histoire d'une famille qui part vivre dans un lieu un peu isolé dans la montagne enneigée, dans un vieil hôtel. Et en fait, le mari a réussi à avoir un travail là-bas. Donc en fait, le but, c'est de passer tout l'hiver là-bas, de garder cet hôtel. Et en fait, il va commencer à se dérouler des choses un peu étranges au sein de cet hôtel. Notamment le papa qui va commencer un petit peu à péter les plombs. Il essaiera juste de tuer tout le monde, mais c'est un petit peu compliqué de s'enfuir quand il y a 3 mètres de neige dehors. Pourquoi cette œuvre est pour moi le point de départ de ce qu'on appellerait un thriller, puisque ça reste quand même un film d'horreur en soi, mais il faut bien se mettre en tête que la psychologie du personnage est vachement abordée, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à comprendre ce qu'il est, donc il y a aussi une dimension paranormale évidemment, mais on n'arrive plus à comprendre ce qu'il est, on n'arrive plus à comprendre sa morale, son éthique, on se questionne et en fait on essaie peut-être même, enfin, en tant que spectateur, on se dit, bah, en fait, à ce niveau-là, autant le quick, quoi. Parce que en fait, on aimerait vivre à un moment donné. C'est surtout ça, on aimerait vivre. On est dehors, il y a juste 3 mètres de neige. Et en fait, c'est cette dimension-là qui, pour moi, a été précurseur dans ce qu'est le thriller psychologique actuel. Stephen King est un auteur extrêmement populaire, donc il faut bien se mettre en tête que si vous avez envie de le lire, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est très facile à lire. Et il aborde des sujets qui sont quand même assez proches de nous, avec des personnages qui ont une vie plus ou moins proche de la nôtre. Et c'est vraiment sa marque de fabrique. Donc c'est loin d'être péjoratif, au contraire, je pense qu'il a réussi à toucher un maximum de monde et c'est pour ça qu'en fait il est considéré comme le roi du frisson aujourd'hui, quoi. Donc si vous aimez ce monsieur, ses écrits ou ses films, bah vous êtes juste fou comme lui. Voilà. Bon, je dis ça, mais moi aussi. Alors pour le thriller, il faut bien distinguer également un autre genre qui est le true crime. Le true crime qui est vraiment
très récent pour le coup. Et là, je pense qu'il faut vraiment un épisode à lui tout seul. Donc pour l'instant, on va le laisser tranquille. Mais si ça vous intéresse que je parle du true crime, y a pas de souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En revanche, le true crime se distingue par le fait que c'est en fait raconter des histoires réelles, des crimes qui se sont réellement déroulés. Et je sais que ça peut déranger pas mal de gens puisque en fait on parle de quelque chose de faits qui se sont réellement déroulés. Et du coup, ça peut mettre extrêmement mal à l'aise, bien plus qu'un thriller. Puisque le thriller, on sait que c'est de la fiction. Maintenant, si je dois revenir sur le thriller, et en particulier un thriller récent que j'ai lu et qui m'a beaucoup tenu en haleine, qui m'a fait un petit peu flipper quand même, c'est un thriller qui s'appelle 3 vies pour une et qui a été écrit par Bastien Percher. Donc c'est un auteur qui s'auto-édite, mais je crois pas pour très longtemps. Et en fait, j'ai décidé tout simplement de mettre un peu de lumière sur les auteurs qui s'auto-éditent, puisque c'est pour moi hyper important. Aujourd'hui, il y en a tellement que je me dis, si vous allez en librairie ou que vous allez à la Fnac ou chez Cultura, vous trouverez très facilement des thrillers, les meilleurs thrillers qui marchent le mieux, puisqu'ils sont souvent mis en avant, ce qui n'est pas le cas des auteurs auto-édités. Donc je vous mettrai son nom dans la description. Mais de quoi ça parle du coup, Inès, dis-nous. Du coup, c'est l'histoire d'un ancien reporter journaliste qui, durant une opération en Afghanistan, je précise durant la guerre d'Afghanistan, en fait, il va perdre la plupart de son équipe et à la suite de cet événement, il va rentrer et tenter de reconstruire sa vie. Il va rencontrer l'amour, il fonde une famille, voilà, malgré le fait qu'il souffre de stress post-traumatique. Il a donc beaucoup de cauchemars, des insomnies, des absences. Et un jour, il va devenir de plus en plus angoissé parce qu'il aura reçu la visite de la DGSI qui va lui informer quand même que l'un de ses camarades de la période d'Afghanistan est non seulement vivant, mais en plus il est de retour en France. À ce moment-là, on comprend pas trop quel est le problème. On est censé quand même se dire, trop bien, finalement, on a réussi à sauver quelqu'un. Et en fait, non. Pas du tout. Ça le plonge dans une anxiété, une angoisse terrible. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan ? En fait, c'est tout l'enjeu du livre. Et un jour, il va rentrer chez lui, après une nuit un petit peu agitée, et il va retrouver sa femme morte dans le salon et le berceau de sa fille vide. Il va recevoir les premières instructions. La première, c'est de ne prévenir absolument personne et encore moins la police. Et à partir de là, s'ensuit une chasse à l'homme. Et c'est super. Et j'ai eu beaucoup de mal à lâcher ce livre. Donc je vous conseille d'aller le lire. Il est prenant, il est haletant. On a vraiment la sensation du chronomètre qui fait clic, clic, clic. C'est super. Et honnêtement, c'est très très rare qu'un livre me fasse ressentir ce genre de choses, quoi. En résumé et pour conclure, et j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Si tu aimes les histoires d'enquête avec un schéma narratif plutôt simple, alors le ton plus ou moins lourd, hein, effectivement, dans ces cas-là, tu aimes le roman policier. En revanche, si tu aimes être un peu bousculé, dérangé, t'intéresser justement à la psychologie, aller beaucoup plus loin sur qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à commettre quelque chose, commettre l'irréparable, hein, finalement, au-delà du simple fait qu'il te devait de l'argent ou je ne sais quoi, qu'il y a vraiment une dimension psychologique et une dimension de maladie mentale, dans ces cas-là, tu aimes le thriller. Attention, alors ils sont pas toujours, alors je dirais pas bien référencés, mais c'est très compliqué de retrouver un thriller. Parfois, comme je l'ai dit, on peut les confondre, on peut les mêler, voire les confondre. En revanche, les couvertures, elles, elles se ressemblent, par contre elles sont plus compliquées à confondre, dans le sens où on retrouve à peu près la même disposition, le même code typographique. Et là, si vous voulez, pareil, je pourrais en faire toute une partie dans le sens où ce sont très souvent des couvertures sombres qui représentent des personnages ou un paysage, quelque chose de très sombre avec un titre qui ressort très souvent en fluo. Le thriller, lui, le titre ressort pas toujours en fluo et en plus de ça, la typographie est beaucoup moins grosse que dans un roman policier. Alors évidemment, et encore une fois, ça dépend. Ça dépend puisque ce n'est pas forcément le cas sur le livre de Bastien Percher où quand je l'ai eu dans les mains, j'ai vraiment cru que c'était un policier finalement. Mais ça peut être un des moyens de bien reconnaître et de différencier un thriller d'un roman policier. J'espère que tu as passé un très bon moment avec moi. Encore une fois, j'ai essayé d'être brève, mais si tu veux
approfondir certains points, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et je ferai ça pour vous, parce que je ferai tout pour vous. Non, je rigole, quand même pas. Mais si t'as aimé ce point littérature, que t'as appris des trucs, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à aller voir aussi mes autres réseaux, puisque je n'ai pas qu'une émission point littérature. J'ai également un podcast dans lequel on parle d'écriture. Et voilà. Puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous mes petits grenouilles.